Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sarah Peixe, je travaille dans le retail, essentiellement de la joaillerie et l'horlogerie ici à Genève depuis 20 ans. Et depuis 5 ans, je travaille avec Nicolas Anglard de Imadeo pour venir en aide, en secours aux commerçants qui ont besoin d'un coup de pouce ou simplement d'être accompagnés là où ce n'est pas très simple. Aujourd'hui, avec Madame Sandrine Doppler et Monsieur Jean-Marc Imhoff, nous représentons Imadeo pour vous raconter un petit peu de 3 points de vue différents, ce que nous avons vu, ce que nous ressentons par rapport au monde connecté du commerce. Le retail connecté est lié au commerce, évidemment, de détail, qui est en pleine mutation. Nous avons en Suisse une population de 8,5 millions de personnes, alors que les dépenses dans les magasins, en 2017, ont retrouvé les chiffres de 2007. Des enseignes fermes, vous les avez vues, Yendi, Switcher, Bata, et même le repreneur de Vögele Shoes n'a pas tenu 2 ans. Et ça ne va pas s'arrêter. Le World Economic Forum nous prévoit des ventes sur Internet ou par le web de 40% d'ici 10 ans. Alors, pourquoi ? Et je suis allée chercher la réponse dans une des études que fait Nicolas Anglard pour Imadeo. Je vous invite de vous connecter à imadeo.com pour voir ces études, c'est vraiment très intéressant. Et donc pourquoi ? Parce que, oui, on l'a vu, le consommateur change, nous changeons tous, mais il est connecté en permanence et commence tous ses parcours d'achat sur Internet. Qu'ils soient finalisés en magasin ou pas, il les commence sur Internet pour s'informer, regarder, comparer, etc. Donc, Internet transforme le commerce et s'y introduit également par les chatbots, l'omnicanal, le click and collect et compagnie, et Amazon et Albert Heijn avec ses magasins sans caisse. Alors aujourd'hui, tout le monde se réinvente et nous avons choisi d'illustrer cela à travers 3 angles. Madame Doppler nous parlera du nouveau parcours client dans le food, dans la restauration. Monsieur Imhoff, les nouveaux modes d'achat avec l'exemple de Vita Verdura. Et moi-même avec les nouvelles compétences du vendeur connecté. J'ai donc le grand plaisir de laisser la parole à Madame Doppler, Food Consultant, qui vous a contacté en Zoom sur le monde de la restauration connectée. Merci à toi. Bonjour à tous. Alors, la restauration connectée est un des secteurs qui doit le plus faire sa révolution, après le retail, on va dire, et un des secteurs qui l'a fait le moins vite, parce qu'il n'a peut-être pas compris l'ensemble des enjeux. Alors, j'ai appelé ma petite présentation « Restauration connectée, soyons smart digital », parce qu'on ne doit pas oublier dans la restauration que le premier métier du restaurateur, c'est de restaurer la personne, c'est-à-dire de lui donner un repas qui le satisfasse et de l'accueillir de manière satisfaisante. Donc, en aucun cas, les outils digitaux ne vont remplacer un très bel accueil et une qualité de restauration. Voilà, donc le digital doit être utile, utilisable et utilisé, sinon ça n'a aucun sens. Alors, le digital a bouleversé en fin de compte la profession du restaurateur. Le consommateur est ultra connecté, comme le disait Sarah, et en fin de compte, le consommateur attend un déploiement à grande échelle de tous ces outils digitaux par rapport aux restaurateurs. Donc des restaurateurs tels que McDonald's et Starbucks
restauration rapide, certes, sont les pionniers en la matière et en fin de compte ont montré en fin de compte tout ce qu'on pouvait faire en restauration connectée. Ils ont inventé le parcours omnicanal dont parlera tout à l'heure Sarah, mais le restaurateur, je dirais, comme tel que nous connaissons l'artisan, est trop atomisé et donc ça contraste en fin de compte avec la force de frappe de certains acteurs sur le web, notamment en ce qui concerne les applis. Et les restaurateurs s'interrogent assez peu de tout ce qui se passe sur le web concernant leur propre restaurant. Donc peu de restaurateurs utilisent des outils de gestion et de pilotage de leur activité, parce que quand on pense outils digitaux dans la restauration, on voit les tablettes, on voit la réservation, on voit les choses comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est back-office, c'est-à-dire les caisses, c'est-à-dire la gestion du personnel, c'est-à-dire le pilotage des chambres froides. Tout ça aussi fait partie du parcours omnicanal qui va permettre d'optimiser en fin de compte l'expérience du client. Donc le digital, j'ai quelques petits chiffres, je crois, voilà. Donc, comme je disais, le digital influence les dépenses. Et en fin de compte, on a 84% des clients qui utiliseraient leurs terminaux mobiles pour se connecter au restaurant. Et donc, quand on cherche une table de restaurant, 84% font quoi? Prennent le téléphone, prennent la tablette, prennent le web s'ils ont envie, pour en fin de compte chercher un restaurant. Donc, le premier canal d'acquisition d'un restaurateur est digital. Il ne regarde plus les annuaires ou des choses comme ça. C'est pas dans la rue non plus que ça se passe. Donc la génération des milléniums, les 18-35 ans, a bousculé les codes du marché et vont de plus en plus les bousculer. On va en parler un petit peu plus tard dans tout ce qui est livraison à domicile de repas. Monsieur Imhoff le parlera aussi avec la livraison à domicile de fruits et légumes. Avec des nouvelles habitudes alimentaires et de nouveaux comportements d'achat. La plupart des restaurateurs ont pris le virage du digital à travers les réseaux sociaux par exemple, mais c'est encore trop léger. Ils sont peu ou pas ouverts, comme je disais, sur tout ce qui était solution RH solution RH et puis pilotage des cuisines. Et pour cela, les restaurateurs, ils doivent s'appuyer sur des startups de la food tech. Alors en Suisse, on est très très dynamique à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui commencent à se mettre en mouvement et avec des startups qui proposent des solutions pour les restaurateurs. On verra un ou deux exemples en fin de présentation. Je pense à une technologie qui permet de localiser les clients à distance et de les attirer. Alors, j'aime pas le mot attirer, mais en fin de compte, qui font connaître votre espace de vente ou votre restaurant. Bon, sachant qu'ensuite, il faut faire très attention avec la gestion de la donnée que vous récupérez. Voilà. Alors, le premier site, le premier outil, il y a trois attentes qu'ont les consommateurs concernant la restauration connectée. La première, c'est en fin de compte la présence digitale sur Internet. Un restaurateur qui n'a pas à minima un site Internet, ça va être un petit peu compliqué en termes de communication et puis surtout pour attirer des nouveaux clients. Qu'est-ce que souhaite le client? Il souhaite voir les menus, il souhaite voir la carte, il souhaite voir les prix, il souhaite voir les avis. Et donc, il est très important sur les sites Internet de restaurateurs de mettre les avis. Il n'y a pas de honte. Si les avis sont bons, pourquoi ne pas les mettre? Donc, de capter en fin de compte ces informations que pour le moment, ils ne mettent pas. Et pour, par exemple, des restaurateurs qui changent régulièrement leurs cartes ou qui ont des cartes saisonnières, il est très important d'animer le site Internet avec ce type de proposition. Donc, premier enjeu, je dirais, c'est d'être présent sur Internet via un website et évidemment d'animer via Facebook, via Instagram, on peut aussi aller là-dedans, sa communauté au travers de son restaurant. Le website ou les deux autres supports que j'ai cités, ce sont des vitrines en fin de compte de votre restaurant. Le restaurant, c'est plus juste l'endroit physique. Excusez-moi, je me suis éloignée. C'est plus uniquement l'endroit physique, c'est aussi tout ce que vous allez présenter en fin de compte à vos clients pour qu'ils viennent à vous et surtout qu'ils reviennent ensuite après. On est dans l'expérience client, c'est-à-dire le client est arrivé, il est reparti, mais il doit revenir en fin de compte à un moment. Donc il faut qu'en permanence, on lui propose des choses. Oups, excusez-moi.
Donc, la deuxième attente, c'est en fin de compte tout ce qui est réservation en ligne. À l'heure actuelle, c'est quelque chose, ça existe depuis une dizaine d'années grâce à des sites tels que vous connaissez bien, tels que La Fourchette et TripAdvisor. Et pourtant, c'est loin d'être une pratique devenue systématique. Énormément de restaurants ne veulent pas passer là-dessus. Alors, je sais qu'il y a une redevance à payer à ce type de site, en tout cas en ce qui concerne La Fourchette, mais ça draine des clients. Si vous ouvrez un nouveau restaurant, si vous avez un nouveau concept, ça vous permet de démarrer, ça vous permet de vous faire connaître. Et ça vous permet, en fin de compte, de faire part de vos promotions, surtout si vous êtes un restaurant saisonnier. Voilà, ce type d'outil est important. Donc, c'est le deuxième axe. C'est une pratique qui touche, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les jeunes qui réservent sur ces sites en ligne, ce sont plutôt les gens de la génération d'avant, on va dire, pour pas vexer. Les millénials, eux, ils sont déjà passés à autre chose, mais ils sont déjà plus sur ce type de site. Donc c'est c'est un phénomène qui montre que les modes de consommation évoluent et la sortie du restaurant n'est plus programmée de la même façon. Donc les jeunes, ce que je vous disais, favorisent davantage la commande en ligne, on va en parler dans un second temps, alors que les plus âgés se tournent davantage vers on réserve en ligne et on va au restaurant. Oups, excusez-moi. Voilà. La troisième attente du consommateur, c'est en fin de compte un nouveau parcours client au restaurant. La commande en ligne est le phénomène qui a propulsé la transition numérique des restaurants. Que ce soit en livraison ou en click and collect, le phénomène a pris une ampleur considérable. Je sais qu'en Suisse, il y a une société qui s'appelle Smooth, qui vient de racheter, je le disais tout à l'heure à Sarah en aparté, c'est de hier, qui a racheté une compagnie, une société suisse, qui en fin de compte vous permet de commander à distance votre repas. Et vous êtes 5-6 dans la famille, on le commande, chacun le commande, et d'arriver au restaurant et d'être servi. Donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver tout doucement. Alors ça change nos habitudes, effectivement, de venir, de consulter la carte, de prendre son temps. Voilà, on est sur un autre temps de repas pour le midi. Voilà, peut-être pour le soir, on prendra plus de temps. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est une tendance qui est significative. Je ne veux pas dire que demain, tout le monde fera ça, mais c'est une tendance significative. Et comme toutes les tendances, il faut l'observer pour voir si c'est adapté ou pas à votre point de vente. Donc, c'est une technique qui reste quand même cantonnée au marché de livraison. Mais c'est un phénomène, comme je le disais, qui touche beaucoup plus les jeunes sur le click and collect et la livraison à la maison que les gens un petit peu plus âgés. Donc, la commande en ligne, ça reste encore occasionnel, mais c'est en train d'arriver. Donc, pourquoi, en fin de compte, il y a une recrudescence de la livraison des repas à domicile? Parce qu'avant, se faire livrer un repas à domicile, il fallait qu'on soit géographiquement à côté. Enfin, c'était pas toujours compliqué. Enfin, c'était toujours compliqué et tout. Tandis que là, on peut se faire livrer un repas chinois ou un repas italien de l'autre bout de la ville. Voilà, il y a des compagnies qui font ça, comme Smooth ici. Donc, comment dire ça? Par contre, ça implique quand même des choses auxquelles les restaurateurs ne pensent pas, c'est que l'offre en livraison doit être spécifique. Ça ne peut pas être la carte de restaurant que l'on livre à des clients à domicile. Il faut avoir des offres spécifiques, avec des menus spécifiques. Sans cela, il peut y avoir, je dirais, une déception au niveau du client parce qu'on ne recevra jamais un plat de restaurant au restaurant comme on le reçoit à la maison. Donc il y a aussi des offres à imaginer quand on fait de la livraison à domicile. Alors, du digital au phygital, tout à l'heure, Sarah va en parler un peu plus sur l'inexorable digitalisation du monde en général et du commerce en particulier. Moi, je vais vous parler plutôt des restaurateurs. Le restaurateur, son but, c'est de faciliter le parcours client, de la réservation à l'addition, grâce à des outils digitaux qui lui permettent de collecter des données essentielles sur ses clients et pouvoir animer son restaurant. Ça, c'est un de ses axes majeurs. Les préférences des clients au niveau de la restauration sont enregistrés donc via ces données, sont très utiles avant d'évaluer des statistiques, enfin d'avoir des statistiques, et au moment du changement de carte, de voir si, en fin de compte, ça a bien marché. Je ne sais pas si on a mis de la Saint-Jacques, si on a mis du foie gras, enfin voilà. C'est aussi ce que ça va permettre. Alors, excusez-moi, voilà. Donc, comment multiplier les points de contact afin de garantir aux consommateurs une expérience client réussie ? Avec la communication online, la mise en place de services de type livraison mobile, e-commerce, produits dérivés et des outils digitaux en salle comme des bornes tactiles, des dispositifs de commande connectés. La présence active sur une multitude de sites web, sur les pages locales, sur les moteurs de recherche, il faut aussi penser
faire un site internet si derrière il n'y a pas de système, excusez-moi, de référencement, le référencement naturel ne suffira pas. Il faut vraiment, en fin de compte, s'occuper aussi de son référencement, être sur les réseaux sociaux, être sur les guides, être sur les plateformes. Enfin voilà, il ne faut pas juste faire le site internet et penser que. Donc voilà, il faut aussi s'occuper de tout ça quand on part dans une stratégie digitale de son point de vente. Donc là en l'occurrence du restaurant, il faut vraiment penser à tous les points de contact que l'on va créer et où le client va pouvoir vous détecter. Et c'est toujours très intéressant de demander au client comment il nous a connus. Et vous verrez que très souvent, c'est assez étonnant les réponses que l'on peut avoir. Toutes ces techniques, en fin de compte, améliorent significativement les process et l'efficacité des équipes, parce que par exemple, la gestion de la réservation, j'en parlais encore ce matin avec un spécialiste, il me dit... Bon, effectivement, on prend le téléphone et tout, mais des fois, il y a des gens à 23h, leur prend l'envie de réserver un restaurant. En fin de compte, la plateforme en ligne, tac, 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 on réserve. Le lendemain, ça peut être confirmé par le restaurant s'il veut vraiment avoir la main sur son cahier de réservation. Mais voilà, il faut qu'on puisse le faire parce que maintenant, les gens sont complètement sortis des cycles naturels. On a envie de réserver à 22h, on a envie de manger un hamburger à 23h. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans le même fractionnement des journées. Alors, juste, je vous montre un petit exemple. Alors là, on est vraiment arrivé dans la chose, je dirais, optimum en termes de digitalisation. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous les restaurants actuellement. Et puis, en fin de compte, je ne pense même pas qu'il faille aller vers là. Et donc, c'est en fin de compte une société franco-suisse qui a créé ces tables qui s'appellent Tactualities. Et en fin de compte, ça s'appelle, le concept, ça s'appelle le Max à table. Et donc, comme vous avez compris, c'est la table qui est digitalisée, en fin de compte, et qui nous permet de faire un certain nombre de choses quand on est à table. Entre autres, de passer la commande, donc le serveur ne fait qu'amener les plats, lire le journal, regarder YouTube, écouter de la musique, recharger un téléphone, naviguer sur Google, jouer, ou encore se renseigner sur les événements locaux et prendre le tram. Alors moi, je me dis à quel moment on mange. Là, je pense qu'on est un peu dans... On voit à peu près qui sont les cibles clients de ce type de restaurant, parce que là, je me dis, mais à quel moment mange-t-on ? Parce qu'une fois qu'on a déjà utilisé un peu tous les gadgets de la table, mais voilà... Voilà où on est de manière optimum. Donc, on est parti de la réservation et évidemment, eux, tout leur back-office est aussi digitalisé. Voilà, c'est suisse. Et je pensais à une autre société suisse qui s'appelle Foodnovet. Alors là, c'est quand même un peu plus léger ce qu'ils ont fait, mais c'est toujours aussi intéressant. C'est sur des tablettes, vous avez la carte des vins, c'est sur tablette ou iPad. Ou alors, je pense à d'autres choses aussi qui peuvent aussi favoriser le parcours client chez le restaurateur. C'est ces startups qui ont créé, par exemple, un métier qui n'existe pas chez le restaurateur. Je pense à des machines qui créent des cocktails, en fin de compte. Si vous n'avez pas de barman, parce qu'un barman peut coûter cher, ce sont des machines qui créent les cocktails en direct. Donc, le personnel n'a pas besoin d'être spécialement qualifié parce que le calibrage est fait uniquement par la machine et par des systèmes de petits tubes avec les différents alcools. Et ensuite, on a évidemment en bac tout ce que je disais en termes de solutions qui va être pour la gestion des effets, les pilotages des cuisines. Oups, excusez-moi. Alors, quelle est ma conclusion ? C'est que le parcours client, il a été complètement bouleversé par les nouveaux outils numériques et c'est une véritable opportunité pour les restaurateurs. Il ne faut pas du tout le prendre comme quelque chose qui est contre eux et qui les oblige à. C'est une opportunité pour changer certaines techniques de travail qui sont peut-être un peu obsolètes et où, en fin de compte, eux pourraient plus se focuser sur ce qui est quand même leur métier, je le disais en entrée, c'est-à-dire bien cuisiner et bien recevoir les gens et leur donner envie de revenir. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que maintenant, avec toute l'offre qu'il y a en dehors des restaurants, c'est-à-dire on vous livre à la maison, tout le snacking qu'on trouve à droite à gauche dès qu'on est dans les gares, les aéroports et dans les villes, il va falloir donner envie aux clients de venir dans les restaurants et de revenir. Et donc, si on n'offre pas une autre expérience, et le digital ne va pas être la seule et unique expérience qui va pouvoir faire revenir les gens. Ce qui va aussi faire revenir les gens, c'est la qualité de ce qu'il y aura dans l'assiette et l'expérience aussi culinaire que les restaurateurs vont offrir. Donc attention, les outils ne remplaceront pas les bons artisans. Être restaurateur, c'est d'abord un savoir-faire et les outils digitaux, un faire-savoir. Merci beaucoup. Jean-Marc, à toi. Ça marche comment ? Tu appuies sur le groupe. Le gros bouton. Bonjour.
Pour ma part, j'ai travaillé plus de 20 ans dans le tourisme, et notamment réceptif, donc organiser des voyages en Suisse pour des gens qui venaient de l'étranger. J'ai découvert qu'il y avait énormément de bons produits du terroir régional chez nous, et puis qu'il était relativement compliqué de se les procurer. Par ailleurs, donc, on sait que l'agriculture régionale est sous pression des prix, pression structurelle. Et puis, l'idée m'est venue de trouver une solution en fait, à cette double problématique, et puis donc de travailler sur une manière de s'approvisionner, déjà à la base pour moi, mais j'imaginais que ça allait également concerner d'autres gens, en produits du terroir régional à domicile directement. Alors, la réalisation, donc il a fallu discuter avec des producteurs maraîchers de la région, voir un petit peu leur intérêt, qui s'est manifesté positivement, rencontrer un informaticien pour lui donner un cahier des charges. Il s'agit ensuite de créer un business plan, de lever des fonds et puis finalement de créer une entreprise et de mettre en place une infrastructure qui permette de réaliser ces activités. Alors, ces activités reposent sur différentes. C'est une chaîne en fait de travaux différents qui va fonctionner ensemble. Donc, l'entreprise s'approvisionne auprès des producteurs de la région, convient les prix en fonction des coûts de production. Et le producteur, lui, donc, est professionnel de la terre. Il transmet donc ses prix de production, sa disponibilité à l'entreprise. Je crois que ça va un peu vite là même. Bon. Ensuite, l'idée, c'est que l'entreprise donc, propose en fait ses produits directement au bassin de consommateurs de la région, et puis donc offre ainsi un nouveau débouché, en fait, un nouveau canal de distribution pour un producteur qui très souvent n'avait que la possibilité de soit vendre à son épicerie de village ou travailler avec la grande distribution. Donc il s'agit, donc si on veut, on implique là le secteur primaire, ensuite le secteur secondaire, à savoir la logistique, donc la composition des paniers, donc qui sont préparés en fonction des commandes de chacun, sans obligation de contenu, à la carte en fonction vraiment de l'intérêt de chacun, du consommateur. Les paniers sont ensuite livrés donc par région en fonction de tournées préétablies. Donc l'idée est justement de travailler pour ne pas aller chaque jour partout avec des coûts qui exploseraient, c'est de travailler par circuit. Et puis pour gérer tout ça, il faut un système de gestion informatique, bien sûr, donc un back-office d'abord, qui gère les contacts, la disponibilité théorique, la valeur des produits, les commandes, et puis qui permettent de préparer la livraison, donc composition virtuelle des paniers, les informations aux clients, les quartiers, préparation de tournées géographiques, préparation de circuits, d'itinéraires pour les véhicules, bulletins de livraison, facturation. Le consommateur peut pour sa part s'inscrire, changer son adresse de facturation, de livraison, faire des modifications, commander, voilà, payer, donc faire tout ce qui lui implique. Et naturellement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière tout ça, ça va un peu vite effectivement, derrière tout ça, le service au client est toujours extrêmement important. Concrètement, donc, on a mis en place un système où chaque jeudi, en fait, les producteurs nous informent de leur disponibilité pour la semaine suivante. On informe justement les consommateurs potentiels de cette disponibilité qui peuvent jusqu'au dimanche soir effectuer leurs commandes. Et puis donc de cette manière-là, le consommateur peut s'approvisionner directement auprès de producteurs. Donc il a une garantie de traçabilité. On limite par tout le système les déplacements, donc les énergies grises qui sont liées. On favorise des cultures respectueuses de l'environnement. Les producteurs sont en phase avec leur marché directement. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une demande dans le marché, on peut aller dire aux producteurs, mais écoute, la saison prochaine, ce serait pas mal de planter ça parce qu'il y a de l'intérêt. Et donc, cette manière de faire permet vraiment de créer un lien direct entre producteurs et consommateurs. Donc, si je résume un petit peu les avantages de ce système, donc c'est des avantages pour les producteurs qui peuvent mieux gérer leurs ressources. Donc, ils ont des cultures après en phase avec leur marché direct.
Les producteurs sont rémunérés décemment également. Le consommateur lui obtient une fraîcheur, donc une qualité, une traçabilité aussi qu'il n'obtiendrait pas nécessairement autrement. Et puis donc on maintient par ce biais aussi un tissu économique régional fort et diversifié. Et puis donc, ce qui permet aussi une limitation des coûts de soutien à la production qui sont extrêmement élevés. Aujourd'hui, on parle de 2500 francs suisses par personne par année. Donc voilà un petit peu la mise en place de ce système. Ce système fonctionne maintenant depuis 7 ans et puis c'est répandu extrêmement bien. C'est un système qu'on a mis en place sur l'arc lémanique. Et puis l'idée à terme est de développer ce système dans d'autres régions de Suisse, voire d'Europe, mais également aussi de travailler sur des améliorations en termes de raccourcissement du délai entre commande et livraison, qui est aujourd'hui encore relativement long, étant donné qu'il faut commander le dimanche jusqu'au dimanche soir pour être livré dans la semaine. Donc voilà, donc l'idée de la digitalisation, c'est que c'est aussi une porte à opportunité. En fait, c'est une possibilité d'offrir des nouveaux débouchés pour des artisans, pour des producteurs dans une région donnée et de leur donner à nouveau un accès direct à leurs consommateurs qu'ils n'avaient plus nécessairement ces dernières années, avec la mise en place de systèmes de grande distribution qui se veulent performants, mais qui finalement font qu'une salade parcourt souvent énormément de kilomètres entre le producteur et le consommateur par le biais de centrales d'achat et perd ainsi de la fraîcheur. Donc voilà, c'était l'idée de régler une problématique que je vous ai présentée là, et je vais passer la parole. Donc, Merci. Voilà. Alors, dans toutes ces super inventions et tous ces conseils, moi j'attaque la question du vendeur. Le vendeur qui se trouve dans un magasin essentiellement ou au restaurant, pourquoi pas. Alors, depuis quelques années, je collabore avec monsieur Benoît Mahé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Quelqu'un le connaît? Non? Ça ne dit rien de rien. Bien, c'est une personne qui a une énorme expérience dans le retail et qui voit comment ça se développe aujourd'hui et qui a, il y a une dizaine d'années, développé la méthode du retail coaching, qui est aujourd'hui, à mon avis, une réelle perle rare pour les vendeurs, donc 15% de notre population active, pour que nous, dans les magasins, puissions être mis en avant comme il faut, faire notre travail comme il faut, etc. Et il y a un an exactement, Benoît, avec qui donc je travaille pour transmettre cette méthode de retail coaching, a écrit un livre, Le vendeur connecté. Et c'est donc sur son livre, enfin sur ces caractéristiques du vendeur connecté que je vais faire ma présentation. Alors, il y en a donc 12 qui vont distinguer le vendeur capable de triompher dans le retail de ces prochaines années. Alors, la première, ça ne nous change pas vraiment du retailer d'aujourd'hui, ou du vendeur, pardon, d'aujourd'hui, c'est il faut émerveiller le client, lui faire passer un moment, une expérience d'achat unique, si possible inoubliable, pour qu'il en parle autour de lui, etc., pour qu'il devienne fan de la boutique et du vendeur, et éventuellement un ambassadeur de la marque, chacun à son niveau évidemment, et qui nous ramène un 10 sur 10 sur sur les fameuses enquêtes de satisfaction ou le Net Promoter Score, qui est aujourd'hui l'indice qui nous indique si ça va fonctionner ou pas notre boutique. Deuxièmement, le vendeur connecté assume qu'il est la pierre angulaire de la stratégie omnicanale Figital dans les magasins. C'est en effet lui qui est le point de contact de la marque avec son client tout au long de son voyage
omnicanal, donc de son achat. Ça se concrétise avec le vendeur. Le vendeur connecté a évidemment des outils numériques en magasin, connectés, des tablettes, des smartphones, on les connaît depuis quelques années, pour qu'on puisse aller chercher des informations par rapport au stock ou alors les caractéristiques d'un produit ou des informations par rapport au client. En revanche, cette cérémonie de danse ou cérémonie de vente, cette danse avec le client, il doit incorporer ces outils, mais pas se déconnecter du client, ce qui est aujourd'hui malheureusement énormément le cas. Dès que le vendeur prend la tablette ou se connecte à son ordinateur, nous, pif, on repart avec la tête autre part. Donc connexion et déconnexion, c'est un gros challenge pour le vendeur aujourd'hui. Le vendeur connecté, c'est convertir le big data en human data. Des informations, on en a des montagnes dans les magasins, mais comment les utiliser réellement? Et bien, le vendeur connecté qui va survivre, qui va être fort, qui va amener sa boutique à fonctionner réellement, c'est celui qui aura un human data ou un small data pertinente pour le client qu'il a en face. Dans ce monde qui va si vite sous le temps, et notamment à cause des sollicitations digitales, le vendeur connecté doit pouvoir se poser. Les rituels sont donnés par un manager moderne, on va dire, sous forme de retail coaching, dont je vous parlais avant, des briefings d'équipe et des plans annuels de développement individualisé, c'est-à-dire pour regarder un petit peu plus loin, où est-ce que je peux aller. Excusez-moi, j'ai dit ça un petit peu à l'envers, mais j'espère que vous avez compris. Le vendeur connecté se sent autonome et reconnu, et cela le rend crédible aux yeux du client. Alors, à nouveau, une évolution du management, parce que si on fait du top-down, on n'a ni l'autonomie ni la reconnaissance. Et ça signifie que le vendeur connecté aujourd'hui a lui-même une expérience employée gratifiante. Ça fait beaucoup. Mais c'est chouette. Le vendeur connecté se responsabilise même du climat de son commerce, c'est-à-dire que l'énergie est bonne. Ce serait dommage de faire entrer le digital dans nos magasins si après, il y a une mauvaise énergie. Le vendeur connecté optimise ses intelligences en reconnaissant le caractère élastique de la vente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le vendeur s'appuie sur son cerveau gauche et son cerveau droit, développe son empathie, son intelligence commerciale, en s'appuyant sur la psychologie positive et la